Bienvenue à Mode de vie, ici Jean-Pierre Deguire. Et aujourd'hui, je reçois Mme Danielle Lorrain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre premier rendez-vous. Elle nous a parlé de Calcutta, ça a été fort intéressant, mais elle nous revient une deuxième fois. Cette fois-ci, elle fait un voyage au Congo. Elle a beaucoup à nous raconter. Alors, je vous la présente immédiatement. Bonjour, Danielle. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'a amené exactement à aller au Congo? Bien, en fait, depuis que j'allais à Calcutta, j'avais toujours voulu aller en Afrique. C'était un de mes objectifs, finalement. Et puis, en appelant différentes personnes pour recevoir de l'aide pour Calcutta, je suis arrivée sur Urbain Momina, qui est congolais d'origine. Et puis, il m'a invité justement à aller au Congo avec lui. Et puis, en 2010, bien, c'est ça, ça a été ma première rencontre avec le Congo. On est partis ensemble. Ça a été un voyage d'1 mois. Et puis, je suis allée là-bas pour faire les contacts, aller rencontrer les gens. Et puis, c'est en gros de cette façon-là dont je suis allée, là, que le contact s'est fait pour le Congo. C'est dans un village, je pense, dans la brousse. C'est où ça se situe exactement? Bien, en fait, dans les projets, finalement, qu'on a rencontrés là-bas, c'est qu'il y a une orphelinat qui est à Kinshasa, qui se trouve à être la capitale. Et puis, ensuite, on a d'autres projets qui sont dans le village de Mateko. C'est quand même assez loin en brousse à partir du moment où on est arrivé à Kinshasa, à la capitale. On a pris un petit avion, c'était 1h30 en petit avion. Ensuite, on a loué un Jeep. C'était, ça varie entre 5 à 8 heures de Jeep pour se rendre là où sont nos projets, dépendamment naturellement de l'état de la route, parce que, c'est pas des routes asphaltées comme ici, naturellement, c'est des routes en terre rouge. Alors, c'est ça, c'est à peu près, c'est l'endroit où on a les missions. La mission comme telle, ça s'appelle, la mission Mateko. Les projets qu'on a là-bas, c'est surtout on aide l'hôpital de Kivuvu. Il y a un petit hôpital là-bas qui dessert plus ou moins 10 000 habitants. Et puis, la première année, avant que nous, on arrive en 2010, le médecin, quand il y avait à faire des opérations, qu'il arrivait des urgences finalement, que ce soit de soir ou de nuit, mais eux, ils devaient opérer à la lueur de chandelle ou encore avec des lampes de poche. Alors, c'est sûr que nous, quand on est arrivé, la première demande qui nous a été faite pour l'hôpital de Kivuvu, ça a été d'instaurer l'électricité. Et puis, c'est ce qu'on a fait. On avait acheté à Kinshasa sur place parce qu'on... C'est Kinshasa qui se trouve la capitale du Congo? Oui, c'est la capitale du Congo. Et puis, on essaie beaucoup d'acheter, en fait, tout localement. Ce qu'on a besoin, on essaie de l'acheter localement de façon à faire rouler l'économie. Et puis aussi, c'est beaucoup plus facile que de faire venir les choses d'ici. Puis ensuite, souvent, ça reste pris. Quand on arrive aux douanes du pays, ça reste pris. Alors, on est allé à Kinshasa et puis on a acheté une immense génératrice qu'on a amenée là-bas. Et puis aussi des plaques solaires qui ont été installées sur le toit de l'hôpital. C'est ça qui remplace, parce qu'il n'y a pas d'électricité. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'électricité. Alors, avec la génératrice, ils peuvent faire fonctionner, en fait, tout le système électrique. Et puis, avec les plaques solaires, ça l'emmagasine toute l'énergie, si vous voulez, qui est, en fait, après ça, convertie en électricité. Donc, ils peuvent fonctionner avec ça. Ce qui leur a permis aussi d'avoir un appareil pour le X-ray, pour les rayons X, excuse-moi. Et puis, pour des incubateurs, pour les petits bébés. Donc, ça l'a vraiment apporté un gros changement dans leur vie. Alors, ça, c'est ce qu'on a fait dans les projets au niveau de l'hôpital de Kivuvu. Ce qu'on a aussi apporté la première année, c'était dans les écoles. C'est que là-bas, les écoles, les toits sont tous en paille, puis les murs sont, ce qu'eux autres, c'est comme de la terre glaise, si tu veux. Là, les murs sont montés en bambou recouverts de terre glaise. Oui. Mais quand il arrive la saison des pluies, le problème majeur de tout ça, c'est que l'eau qui s'accumule au niveau de la toiture, au niveau de la paille devient lourde, puis ça s'effondre. Alors, souvent, ce que ça fait, c'est que ça va couper
2 mois d'école aux enfants parce que là, maintenant, ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils envoient tous les enfants chercher de la paille en brousse. Ils vont couper de la paille. Puis cette paille-là est prise par les parents, si tu veux. C'est tout monté. Ils refont les toits, mais ce n'est pas des toits durables. Alors, il y avait ce besoin-là aussi de toits durables qu'on nous a demandé. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé, encore une fois, à la capitale chercher des tôles. Et puis, on a refait tous les toits en tôle. Et puis, les murs avec de la brique adobe. C'est une brique qui est encore là, qui est un genre de terre cuite. Eux, ils ont des espèces de formes. Ils mettent ça là-dedans. Et puis, on a monté les murs en terre cuite. Puis, ça a été recouvert ensuite de ciment de façon à que ce soit protégé contre l'eau. Alors ça fait des écoles durables. Et puis, les enfants en dessous de tout ça, ils n'avaient pas de pupitre, ils n'avaient rien, naturellement. Alors, ce qu'ils avaient, c'était des bouts de bambou en longueur, avec un autre bout de bambou qui montait en Y, puis qui venait s'asseoir comme ça. Puis les enfants s'assoyaient sur ce bout de bambou-là, puis ils écoutaient le professeur qui donnait le cours en avant. Alors, ce qu'on a fait, il y avait une association de menuisiers qui était sur place, qui était déjà montée, mais ils avaient peu d'outillage. Alors, on a acheté pour eux une tronçonneuse avec un système de sciage. Alors là, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent aller abattre les arbres directement en forêt. Quand l'arbre est abattu, avec le système de sciage, ils vont couper, si tu veux, des planches. Ils coupent comme des madriers, ce qui représenterait chez nous, si tu veux, des madriers. Là, ils vont couper ça sur la longueur. De là, ils transportent sur des vélos, ils transportent ces madriers-là au village. Puis dans le village, c'est recoupé ensuite en planches. Puis à partir de ça, ils ont tous refait les pupitres des enfants. Maintenant, les enfants ont vraiment des beaux pupitres. C'est des espèces de tables, mais sous forme de pupitres, où ils peuvent s'asseoir 3 par pupitre. Alors vraiment, pour eux autres, ça a un petit peu révolutionné, là, si tu veux, le système scolaire, parce que là, ils n'ont pas à manquer pour refaire les toits. Les enfants, en cas de pluie ou quoi que ce soit, peuvent quand même aller à l'école parce qu'ils sont bien protégés. Alors, en gros, la première année... Ah oui, puis la première année, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a apporté au niveau pour les mamans. Eux, c'est tout le manioc, tout ce qu'ils ont pour la farine, c'est tout moulu à la main, hein, c'est tout avec une espèce de bâton, là. Ils viennent écraser ça, et puis à travers ça, ils font la farine, mais ça demande beaucoup de temps. Alors, c'est ça. Pour les moulins, ce qu'on a choisi de faire pour ces dames-là, c'est qu'ils avaient demandé un moulin diesel, finalement, un moulin motorisé, pour pouvoir moudre la farine. Et puis, c'est ce qu'on a fait. On a acheté un moteur. On a construit une espèce de petite cabane encore là, en briques, où on a mis ça à l'intérieur. Maintenant, ils ont un meunier. Alors, lorsqu'ils reviennent des champs avec toute leur récolte, leur racine, finalement, ils apportent ça au meunier. Et puis, la farine, ça sort en farine vraiment... toute tamisée, la farine comme on connaît chez nous, finalement, là. Et puis, pour eux, il y a beaucoup moins de pertes à travers ça. Ils sauvent à peu près 3 heures dans leur journée à travers ça aussi. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est un petit peu, le principe de donner au suivant, parce que Mission Partage, c'est ce qu'on veut faire. Finalement, on veut donner au suivant. Alors, ce qu'ils ont choisi de faire, ça s'appelle les Mamans de Téléma, l'association là-bas, c'est qu'ils donnent 10 % de leur récolte, ils le redonnent pour nourrir à l'hôpital, pour nourrir tous les enfants, les orphelins ou les familles. Là-bas, en fait, ils appellent ça les malnutris, mais le mot n'existe pas vraiment, mais c'est tous ceux qui souffrent de malnutrition. Alors, chaque maman donne 10 % de sa récolte qui est envoyée pour aider ces gens-là. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Le gouvernement, ils ne reçoivent aucune aide des gouvernements, contrairement à chez nous, ou tous les pays développés, puis particulièrement au Congo, parce que j'ai rencontré... Ils ne sont pas au courant quand même. Ils ne sont pas au courant de qu'est-ce que vous faites. Le gouvernement, ils sont au courant? Non, pas vraiment, parce qu'on est trop éloigné en région. Si on le faisait la même chose dans la capitale, on serait peut-être perçu un petit peu plus rapidement, mais compte tenu qu'on le fait vraiment en brousse, à partir, si tu veux, les grandes villes, là, disons, tu as la capitale qui est Kinshasa. Quand on s'en vient, on croise Kikwit, qui est quand même une petite ville, mais une ville où il y a
des magasins où c'est encore, on peut acheter des denrées et tout ça. Et puis quand on continue vers les villages, là, on continue encore pour 150 km pour descendre là où nous, on est. Alors, il y a tellement de pauvreté dans ces coins-là qu'il n'y a plus aucun service de police ou militaire. Il n'y a personne qui se rend là, puisque c'est tellement pauvre qu'ils n'ont aucun intérêt à Le être gouvernement, est-ce que c'est militaire? Le gouvernement, bien, c'est pas le gouvernement, oui, a ses militaires. Et puis, le problème majeur, tantôt, parce que pour terminer la question, quand tu me demandais s'ils reçoivent de l'aide ou pas, c'est que non, ils ne reçoivent pas d'aide parce que même ceux qui sont engagés par l'État, que ce soit les professeurs, que ce soit les militaires, souvent ne sont pas payés, ne reçoivent pas de salaire. Alors, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de réaliser pourquoi il y a tant de corruption dans ces pays-là, parce que même ceux qui sont en droit d'autorité, si tu veux, mais au moment où ils n'ont pas de salaire pour nourrir leur famille ou ces choses-là, donc vont aller un petit peu pousser sur l'autre à côté qui en a, puisqu'il est en droit d'exiger des choses. Mais c'est souvent de là où vient la corruption, où les gens vont exiger d'avoir des choses. Même les organismes à travers le monde, s'ils veulent envoyer de l'aide, vous ne le recevez pas directement, c'est les militaires qui... Souvent, c'est pour ça que Mission Partage, nous, on se fait un devoir de se rendre à chaque année et puis d'aider sur place parce que c'est souvent le problème. Si on achète les choses à partir d'ici et puis qu'on les amène là-bas par container ou quoi que ce soit, c'est toujours le problème majeur, c'est que quand ça arrive, justement, c'est que ce n'est pas les bonnes personnes qui se servent parce que, justement, tu sais, nous, vu d'ici, on se dit, ah, mais là, les militaires, vraiment, c'est terrible qu'ils viennent se servir à travers ça, mais souvent, comme je disais tantôt, eux-mêmes ne sont pas payés. Alors, il faut c'est sûr qu'eux viennent chercher pour leur famille immédiate, bon, pour leurs besoins immédiats, puis s'il en reste, le reste se rend. Alors, c'est pour ça que nous, on préfère acheter les choses sur place. De cette façon-là, on aide l'économie à rouler. Et puis aussi, le fait que nous, quand on arrive sur Kikwit, qu'on achète toutes les denrées, ce qu'on a besoin, on a loué une Jeep, alors on remplit la Jeep, et à partir de ça, on descend avec la Jeep. Donc, c'est nous qui amenons directement sur place ce qu'on veut. Que ce soit des médecins, des ouvriers, c'est local. C'est pas de l'extérieur. Il n'y a pas de médecins de l'extérieur. Non, actuellement, non, pas là-bas, parce que juste l'hôpital de Kivuvu, il y a 1 ou 2 médecins qui servent là-bas, puis c'est quand même un hôpital qui dessert plus de 10 000 habitants. Là. Je veux dire, c'est pas... c'est petit comme hôpital comparé à chez nous, ce qu'on connaît ici, là, mais pour eux, c'est quand même c'est le plus bel hôpital de la région pour eux. L'année passée, quand je suis allée, il y a même une dame qui avait marché 17 km pour aller accoucher à l'hôpital de Kivuvu parce qu'elle avait entendu dire qu'il y avait de l'électricité et tout ça. Et puis, elle savait qu'elle allait accoucher ou de soir ou de nuit. Alors, pour éviter... Puis là, les ambulances, ça n'existe pas. Là. Non, pas du tout. Ce que les gens font, comme c'est une autre chose, comme cette année, nous, le but, c'était justement d'acheter des vélos pour leur donner les vélos, parce que pour eux, c'est un moyen de transport, le vélo là-bas. Ce qu'ils vont faire souvent, si quelqu'un est malade puis qui habite à, je ne sais pas moi, 10 km, puis qu'ils veulent l'amener à l'hôpital de Kivuvu, ils vont monter des espèces de brancards qui appuient sur le siège puis sur les guidons du vélo. Ils vont mettre leur malade là-dessus, puis ils vont pousser le vélo pendant 10, 15, 20 km pour amener. C'est leur façon de déplacer leur malade. Il y en a même, si les gens sont trop pauvres, qu'ils n'ont pas de vélo, ils vont partir en groupe de 4 ou de 5. Ils prennent les malades, ils se les mettent sur le dos comme ça, puis ils vont marcher, puis ils s'échangent le malade en chemin jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit où le malade peut recevoir des soins. Alors, c'est quand même assez de base. Pour ce qui est de la nourriture, qu'est-ce qu'ils mangent exactement? Est-ce que quelle est la santé? Bien, il y a beaucoup de malnutrition là-bas parce que malgré le fait qu'ils sont dans les villages, c'est sûr qu'en forêt, ils ont accès aux fruits. Alors ça, au niveau des fruits de saison, il y a vraiment aucun problème. Mais au niveau des légumes, c'est pas tout le monde qui a l'argent pour payer les semences, pour avoir son petit coin de terre, si tu veux, pour se nourrir. Alors, c'est un besoin qui est grand. Alors, nous, ce qu'on a vu chez les familles pauvres, ils vont se nourrir majoritairement de fruits dans les arbres, comme je disais tantôt, des chenilles. Ils vont prendre des chenilles par terre, ils font griller les chenilles, puis
puis ils mangent des chenilles. On me dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de protéines à l'intérieur de ça, mais sincèrement, pour être honnête, moi, j'ai pas goûté aux chenilles, là. Et puis, les gens vont prendre, tu sais, comme j'ai vu dans les familles pauvres, prendre des feuilles dans un arbre, faire bouillir de l'eau, mettre les feuilles à l'intérieur, puis manger de la soupe aux feuilles, finalement, là, ce qui n'était pas très, très nutritif. Alors, encore là, cette année, bon, on a ce projet-là d'agriculture, aviculture, pour la région de Mateko, puis 5 villages environnants. Alors, ce qu'on veut faire, c'est leur donner justement des semences où ils vont pouvoir partir chacun leur propre petit jardin. Chaque village, si tu veux, va avoir accès, un petit peu comme on fait ici, les jardins communautaires, mais essayer de partir ce principe-là là-bas. Donc, chacun pourra avoir accès à de la nourriture fraîche. Et puis, contrairement à chez nous, bien, eux, là-bas, n'achètent pas de grains, de semences pour pour la saison suivante, si tu veux, parce qu'eux, il fait beau à l'année. Mais les gens vont défaire quand ils vont se prendre, exemple, un piment, bien, ils vont défaire le piment, ils vont garder les grains, puis ils vont ressemer ça, ils vont les laisser sécher, puis après, ils vont ressemer ça. Donc, ça va générer une semence, dans le fond, sans fin, quelque part. Il y a le poisson aussi, j'imagine. Oui, le poisson, là-bas, il est quand même assez accessible parce qu'il y a beaucoup de lacs au niveau des villages. Si tu veux, quand on arrive dans les villages, là, il y a beaucoup, beaucoup de lacs. Donc, les gens ont quand même accès au moins aux poissons. Et puis, à travers l'agriculture, comme je disais tantôt, on veut aussi leur donner un programme d'aviculture, soit on veut instaurer des poules pondeuses dans ces 5 villages-là. Donc, les gens, ça leur permettrait aussi d'avoir des œufs en complément sur leur nourriture. Puis les poissons, ils ne peuvent pas semer des... il y a des étangs, je pense, qui peuvent mettre des poissons. Puis ça, c'était eux là-bas. Mais je veux dire, de façon naturelle, dans les lacs, oui, les poissons se multiplient. Nous, ce qu'on a fait de ce côté-là, c'était plus au côté de Kinshasa pour l'orphelinat, justement, là, à Kinshasa comme tel. Sœur Françoise accueille les enfants là-bas. Et puis, ce sont tous des enfants qui viennent ou de la rue ou encore... les enfants, je ne sais pas si c'est connu ici, mais les enfants qu'on appelle les enfants sorciers ou les enfants soldats. Oui. Alors, elle accueille ces enfants-là. Et puis, justement, elle avait besoin d'aide pour les nourrir et tout ça. Puis Kinshasa, bon, c'est une ville, alors elle n'a pas accès, il n'y a pas autant de lacs et tout ça. Alors, son besoin à elle pour aider ces enfants-là, c'était qu'on lui creuse un étang. Elle avait demandé ça, qu'on creuse un étang, de façon à ce qu'on puisse mettre des alevins dans l'étang, et puis qu'à travers ces poissons-là, qu'elle puisse nourrir les enfants de l'orphelinat, leur donner au moins des protéines. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de creuser un étang, on a creusé 5 étangs. Et puis, donc, un étang lui donne le poisson comme elle l'avait demandé. Et puis, les 4 autres étangs lui permettent de vendre le poisson au marché, parce que Kinshasa, c'est quand même une grande ville. Donc, elle peut vendre le poisson au marché, puis acheter tous les à côté qu'elle a besoin, soit pour nourrir les enfants, pour compléter finalement leur nutrition, ou encore pour acheter ce qu'il leur faut pour les envoyer à l'école, pour scolariser ces enfants-là. Alors, en gros, c'est le côté éducation, les enfants, ils peuvent s'installer. Il y a des écoles quand même. Il y a des petites écoles dans les villages. C'est sûr, bon, l'instruction est immensément, immensément importante en Afrique, contrairement à l'Inde où je vais aussi. En Inde, les gens sont... C'est pas tout le monde qui sont éduqués. Tandis qu'en Afrique, les gens sont très, très, très éduqués. C'est super, super important pour eux d'être éduqués. Alors, les parents vont même se saigner à blanc, là. Ils vont se priver de nourriture pour envoyer leurs enfants à l'école, parce que le but de tout ça, finalement, c'est que l'Afrique centrale, le nord de l'Afrique, est relativement oppressée par les gouvernements assez pauvres, mais l'Afrique du Sud est quand même très, très riche. Et puis, le but de ça, c'est qu'ils ont espoir qu'un jour, leurs enfants vont être capables d'aller en Afrique du Sud, donc de se trouver un bon travail, puis de là, vont être capables d'aider à soutenir la famille qui, elle, va demeurer plus au nord de l'Afrique, entre autres le Congo. Alors, c'est de là que vient l'importance pour
pour les parents d'envoyer leur enfant à l'école. Puis moi, j'avais demandé à plusieurs enfants parce que, comme on disait tantôt, souvent, quand ils sont engagés par l'État au Congo, souvent l'État ne les paie pas. Alors, je demandais aux enfants, mais c'est quoi votre... Parce qu'aux plus vieux, là, ceux qui... Juste avant l'université, je leur demandais, mais qu'est-ce qui vous motive à aller à l'école puisque vous n'êtes pas certain d'avoir un emploi quand vous allez sortir? Puis la réponse qu'on m'a faite, c'était, mais c'est tout ce qui nous reste, maman Danielle, c'est notre dignité. Ça, le gouvernement ne pourra jamais nous l'enlever. Puis c'est leur espoir aussi, comme je disais tantôt, que si ils ont la chance de gagner un peu d'argent, puis d'être capables de s'en aller en Afrique du Sud, mais de là, pour eux, leur avenir est garanti ensuite. Alors, les gens, l'éducation est très, très, très importante. Puis c'est un autre volet qu'on veut ouvrir beaucoup, beaucoup, ça, cette année, l'éducation. Parce que une des responsables là-bas nous disait que les enfants, souvent, exemple comme maintenant, en septembre, bon, les enfants font la rentrée à l'école. Bon, il y a des frais à payer, comme chez nous, tout ça, parce que les écoles, là-bas, c'est pas gouvernemental. Si un village veut une école, c'est les parents qui doivent se mettre ensemble, payer, construire l'école, puis payer également les professeurs pour enseigner, parce que souvent, l'État ne les paie pas. Alors, les gens essayent de travailler au privé plutôt que de travailler avec l'État. Mais ça prend de l'argent quand même. C'est ça, ça demande quand même beaucoup d'argent pour faire ça. Alors, ce qui se produit, c'est que souvent, les enfants à la rentrée vont rentrer pour le premier trimestre. Et puis, quand arrive le deuxième trimestre, ils ne reviennent pas parce que les parents n'ont pas été capables de ramasser suffisamment d'argent pour que l'enfant puisse retourner pour payer son deuxième trimestre. Alors, il y a plein d'enfants qui vont faire un premier trimestre puis qui abandonnent ensuite. Alors là, pour essayer de contrer ça, cette année, ce qui nous a été demandé, c'est également de ramasser des fonds pour l'éducation. Alors, au lieu de faire comme plusieurs organismes font, de parrainer un enfant comme tel, c'est que nous, ce qu'on ferait, c'est qu'on donnerait un montant. Pour te donner un exemple concret, bon, au primaire, ça coûte 200 $ par année envoyer un enfant à l'école. Au secondaire, 300 $. Alors, à ce moment-là, nous, on donnerait des montants, exemple 300 $ qu'on donnerait pour le secondaire, mais pas pour parrainer seulement qu'un enfant, c'est que ce montant-là viendrait compléter peut-être 6, 7 ou 8 enfants qui n'ont pas l'argent nécessaire pour retourner. C'est que les parents ont une partie de l'argent, mais ils n'ont pas la totalité. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en même temps, on aide l'enfant, puis en même temps, on ne vient pas déresponsabiliser le parent dans le sens que, bon, le parent fait la part qu'il est capable de faire, puis nous, on enverrait. Alors, on a monté des budgets. On va peut-être envoyer, je ne sais pas, 2 ou 3 000 $ par année là-bas pour justement couvrir une partie d'enfants qui a besoin d'un coup de pouce. À part de l'éducation, pourrais-tu nous parler un peu des enfants soldats? C'est quoi au juste, les enfants soldats? Les enfants soldats, les enfants sorciers, c'est un petit peu, en fait, on revient un petit peu avec l'orphelinat de la grâce de Dieu de Kinshasa. C'est sœur Françoise qui les accueille. Ces enfants-là, au départ, pour vous donner un exemple concret d'un enfant sorcier, c'est qu'on va attribuer à un enfant le fait d'être porteur d'un mauvais sort. Oui. Alors, ce qu'on dit à l'enfant, pour te donner un exemple concret, bon, on avait Olivier, il y a 2 ans, quand on est allé. On avait Olivier, il y a 9 ans. Sa mère est sur le point d'accoucher. Il est vraiment dans les villages, lui, là, très, très loin de Kinshasa. Sa mère est sur le point d'accoucher. Alors, on demande à Olivier d'aller chercher de l'eau à la rivière, parce que naturellement, ils n'ont pas l'eau courante dans leur maison. Alors, Olivier est parti à la rivière, il est revenu, et puis quand il est revenu à la maison, sa mère était décédée. Alors, ils ont attribué à Olivier le fait d'être porteur d'un mauvais sort, donc d'être un enfant sorcier. Alors, ils l'ont chassé de la maison. Et puis, Olivier, pour retourner à Kinshasa, il avait marché, au moment où sœur Françoise l'a trouvé sur la route de terre, il avait marché plus de 100 kilomètres qu'il avait marché pour essayer de se rendre à un village, un endroit où il pourrait mendier ou être capable d'avoir un petit travail ou se dépanner. Et puis, sœur Françoise l'a récupéré. Et puis, il a été super chanceux dans sa malchance d'être récupéré par sœur Françoise parce que souvent, ces enfants sorciers-là qu'on envoie, qui sont abandonnés, vont très, très, très souvent être récupérés par les rebelles
pour en faire des enfants soldats parce qu'ils appartiennent à personne. Alors, c'est clair que personne ne va les récupérer. Alors, ils prennent ces enfants-là, puis eux en font des enfants soldats. Et puis, à partir du moment où ils sont enfants soldats, c'est très, très, très difficile de remettre la main sur eux d'abord physiquement, sans que nous, on soit soi-même attaqués par les rebelles. Et puis, deuxièmement, pour les 1 ou 2 enfants, à ma connaissance, qui ont été capables de sortir de là, c'était très, très, très difficile de les récupérer psychologiquement, si tu veux. Okay. Parce qu'en tant qu'enfants soldats, souvent, d'abord, ils vont les bourrer de drogue. Ils vont leur faire des atrocités, souvent à leur propre famille, frère ou sœur. Alors, l'enfant refuse de le faire. Si l'enfant refuse de le faire, bien là, c'est lui qui va être maltraité, qui va subir des sévices de leur part. Alors, souvent, l'enfant, bon, a peur, puis c'est comme ça qu'ils leur apprennent à tirer, à les mettre en guerre. Donc, malheureusement, le temps file. Et on aurait beaucoup, beaucoup à dire. Parce que c'était fort intéressant. On voulait, de toute façon, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. Alors, on a très apprécié ce que vous avez dit. Et puis, ben merci de vous être déplacé pour nous parler de votre voyage au Congo. Bien, merci à vous. Alors, c'était Mode de vie et à la prochaine et portez-vous bien.